Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Lucas. Bonjour Guylaine. Eh bien Lucas, nous nous retrouvons en cette année 2023-2024 pour une nouvelle saison de Radio Divan. Un Radio Divan d'une durée d'1 heure. Un divan radiophonique où nous prenons le temps de recevoir un invité. Un invité suffisamment disponible pour se livrer tranquillement au micro de FM+, au gré de nos questionnements et de nos curiosités. Un invité que nous avons désiré rencontrer en tentant d'éprouver intérieurement des détails de sa vie, ses incongruités, ses vétilles et même ses inexactitudes. Une sorte de troisième oreille radiophonique. Un invité pour tranquillement partager avec nous ce qui fait ou pas sens dans sa vie. Un invité qui a fait ou pas un détour par l'analyse. Aujourd'hui, Lucas Bielli et moi accueillons Pascal Niéry-Brévard. Bonjour Pascal. Alors bonjour Guylaine, bonjour Lucas. Alors Pascal Niéry-Brévard, c'est mon nom d'artiste, mais là, je suis juste Pascal Niéry. On va voir quels sont ses dons artistiques, Pascal. Alors vous êtes, je l'ai dit, Pascal Niéry, le premier invité de cette nouvelle saison de Radio Divan. Une invitation que vous avez volontiers et très vite acceptée. Est-ce par goût de la radio ou l'excitation de parler de soi, Pascal Niéry ? Eh bien, écoutez, Guylaine, c'est par amour pour vous que je suis ici. Lucas va être jaloux. Lucas va être jaloux, attention. Lucas, je le découvre. Voilà. C'est une histoire à venir, mais non, mais vous savez. On se connaît depuis un certain temps. Un certain temps, quelques années déjà. Après la psychanalyse, oui, moi, je connais. Et puis la radio, oui, de toute façon, nous, on s'est rencontrés à l'époque où j'étais à la radio. Oui, la radio, ça a été un passage dans votre vie important ou pas ? Vous étiez à radio ? Écoutez, je fais de la radio par amour, encore une fois. Le mot reviendra sans doute souvent pendant l'émission. Oui, ça a été une très belle expérience, très très belle expérience. Ouais. J'ai commencé en 2009. Invité par Stéphane Tosi, le directeur d'antenne de l'Écho des Garrigues. L'Écho des Garrigues. Et j'ai tenu la plus ancienne radio de Montpellier, je crois. Oui, même de France. De France, oui. Oui. C'est pas rien. Je crois qu'ils ont déposé les statuts de l'association en 77, un truc comme ça. Ouais. Il y en a d'autres qui ont fleuri au même moment, mais bon, voilà. Dans le Radio Grenouille. Oui, il y a un jeu de société où il faut donner des réponses à des énigmes, et la réponse de la première radio de France, c'est l'Écho des Garrigues. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Alors, Pascal, qui êtes-vous finalement ? Est-ce que vous êtes autre chose ou quelqu'un d'autre qu'un homme de radio ? Ah oui. Dites-nous tout, Lucas, on veut tout savoir. Alors moi, j'ai hâte de voyager, en tout cas, en compagnie de Pascal et Guylaine. Je ne connais pas Pascal, donc allez-y, faites-nous rêver. Mon voyage commence à la naissance, puisque il y a un problème névrotique qui arrive à l'âge de 3 jours, puisque ma mère étant soi-disant trop jeune pour m'éduquer en même temps qu'elle pratiquait ses études de médecine, ma chère grand-mère adorée m'enlève à 3 jours. La maman de votre maman ? Non, la maman de mon papa m'enlève à l'âge de 3 jours. Et là, voilà. Donc ça, c'est irréparable. On ne peut pas ni changer la naissance, ni la mort. Ça, intouchable. Ouais. Voilà. Donc, ça partait vers une vie un peu dissociée. Et cette même grand-mère m'a initié aux arts. Donc, nous allions au théâtre, au cinéma. Nous allions voir les expositions. Je me suis beaucoup enrichi, mais j'ai toujours traîné cette blessure avec moi sans trop savoir, parce qu'elle était peut-être dans le dos, sans trop savoir jusqu'à l'adolescence, puis l'âge adulte, où là, en effet, la cicatrice s'est révélée, comme à l'aide d'un miroir, qui n'était pas un miroir, qui était opaque, et qui m'a entraîné dans un cycle, un chemin dont on va pouvoir parler, puisque c'est le sujet de Divan. La rémission, comme ça, voilà, comment on s'en sort. Oui, comment on s'en sort. Est-ce que vous avez revu votre mère au fil des années, ou bien est-ce que c'était une dissociation
effective. Mes grands-parents, parce que j'ai cité ma grand-mère, mais mon grand-père était largement dans le coup, m'a porté chez mes parents dans le 15e arrondissement, une fois le dimanche, tous les dimanches. Mais pour ma mère, c'était un drame. D'abord parce que mes vêtements sentaient Aulnay-sous-Bois. Et donc le premier truc qu'elle faisait, c'est qu'elle les foutait à la machine. Elle m'a raconté un peu. Voilà. Et je repartais le dimanche soir, c'était terrible. C'était affreux. Avec les odeurs de l'autre côté de Paris. Je ne sais pas trop comment ça marchait. Oui, il y avait des odeurs à Aulnay-sous-Bois et d'autres à Paris 15e. Oui, c'est ça. Voilà. Et pas ça, c'est resté aussi, ces histoires de différence comme ça. Oui. Et c'est vrai que, un pied à Aulnay-sous-Bois, l'autre pied à Boulogne-Billancourt, c'était... Enfin là, dans le 15e, puis après à Boulogne-Billancourt. Oui, c'est la traversée de Paris. Ah oui, c'est vraiment est-ouest, Voilà. Ceci dit, à Aulnay-sous-Bois, j'étais le petit prince. J'ai pas été dans les quartiers, ni même dans un petit pavillon au milieu des autres petits pavillons. Non, moi j'étais vraiment dans ce que j'appelle le château des Rois Rouges, puisque nous étions tous communistes à Aulnay-sous-Bois. Voilà. Donc prince parmi les communistes. Petit prince d'Aulnay-sous-Bois, oui. Fils d'un prince aussi, puisque mon père a vécu dans cette maison aussi. C'est plutôt le château qui fait le prince. Mais bon, voilà, c'est quelque chose que je considère dans mes relations avec les gens d'Aulnay-sous-Bois que j'ai connus, aimés, ou pas. C'est vrai que moi, je me situe quand même dans un autre contexte qui explique pourquoi peut-être je vais m'en sortir, malgré tout. Alors, vous avez évoqué l'âge de 14-15 ans où cette cicatrice finalement est apparue. Est-ce que ça a été quelque chose de l'ordre de la rupture ? Comment ça s'est passé ce moment-là ? Alors, j'utilisais l'image de la cicatrice, c'est pas vraiment une bonne image, si vous voulez, excusez-moi. C'est pas vraiment une image fidèle, c'est une image un peu facile, un peu peinture. Non, là, il s'agit plutôt d'un film. Et donc en fait, on m'emmène chez un psy, je dois avoir 13 ans, et en fait, un psychiatre, pédopsychiatre, et il me propose quelque chose de complètement ahurissant, c'est de revenir et de le payer avec de l'argent que je gagne moi-même. Et j'ai 13 ans. Bon, autant dire qu'il ne voulait pas me revoir. Et c'est triste parce que j'aurais vraiment eu besoin, je pense, de voir un psy à cet âge-là, avant que tout s'emballe et commence. Je n'ai jamais compris. L'attitude de ce toubib, qui était sans doute un bon médecin, vraiment incompréhensible. Ensuite, je vais tomber dans les pattes à l'âge de 18 ans, dans un psychologue à Paris, chez qui j'allais, mais je ne sais pas lequel des deux n'était pas à la hauteur, peut-être les deux. Voilà. Et ensuite, après, c'est là, on quitte la psychothérapie et la psychanalyse pour aller vraiment dans des passages à l'acte, dans des accidents terribles, des accidents neurologiques. Là, on est du côté médecin de la psychanalyse. Là, voilà. Mais heureusement, je vais croiser des thérapeutes extrêmement brillants et accrocheurs, et j'ai eu de la chance. Et quand on me tendait le bras, je le prenais. Vous étiez à Paris pendant tout ce temps-là ou vous étiez déjà à Montpellier ? Alors en fait, moi, j'ai passé 25 ans à Paris. Ensuite, j'ai passé 3 ans à Bordeaux, 3 ou 4 ans. Et ça fait 25 ans que je suis à Montpellier. Donc j'ai été suivi vraiment dans mon parcours. Je me suis enfui de Paris à 25 ans parce que là, c'était foutu. À Bordeaux, je me suis retrouvé. Et puis, il a fallu aussi que je parte et que j'arrive à Montpellier. Ouais. Des petits voyages déjà, parce que je crois qu'on va parler de voyage tout à l'heure avec Lucas. Oui. Alors moi, une réaction, Lucas ? Oui, j'aimerais revenir sur le début de votre histoire, justement. Et à vous entendre, j'ai l'impression que votre grand-mère, avec la complicité de votre grand-père, n'a pas donné la chance à votre mère de vous élever, ni vous donner la chance à vous d'être élevé par elle. Et en revenant aussi sur le pédopsychiatre, lorsque vous aviez 13 ans, j'ai l'impression que lui aussi ne vous a pas donné votre chance. La chance, il faut en avoir la chance dans la vie, c'est clair, mais c'est pas tous les jours la chance. Il faut vivre avec ce qu'on a. Et il faut pas compter sur la chance. C'est comme les héritages. Il faut pas compter sur les héritages, on peut avoir des surprises. Voilà, donc la chance, j'en ai eu. J'en ai eu de façon complètement folle. J'ai eu des chances extraordinaires dans la vie. J'ai eu des coïncidences fabuleuses, vraiment qui font vraiment penser au divin. Donc voilà ce que j'appelle la chance. Après ma mère va faire ma petite sœur, 2 ans et demi plus loin que moi. Et ça va être, je pense, l'occasion de me récupérer d'ailleurs, cette deuxième naissance. Et puis après, je repartirai à Aulnay-sous-Bois. Voilà.
Bon, mais peut-être on pourra continuer après un peu le chemin de mon existence. D'ailleurs, dans ce chemin, vous avez parlé d'une chance divine, entre guillemets. Est-ce que vous souhaitez l'aborder maintenant ou on garde ça pour plus tard ? Alors, des chances divines, moi je ne suis pas croyant, je ne suis même pas animiste. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que moi je suis ce qu'on appelle schizophrène paranoïde. Donc en gros, c'est les gens qui tuent les enfants dans les parcs. Hein. Bon, c'est 1 sur 100 millions. Mais j'ai cette maladie-là. Et en fait, j'ai choisi de venir aujourd'hui aussi parce que j'ai un devoir quand même d'expliquer, de raconter qu'on peut s'en sortir malgré le chemin absolument fou que j'ai traversé, ces chances que j'ai eues, que d'autres n'ont peut-être pas eu. Voilà. Cette chance que j'ai eue quand même d'avoir en même temps cet arrachement irrécupérable à la naissance, mais en revanche une instruction, une culture, c'est ça, une curiosité. Voilà. On a installé en moi une curiosité, et la curiosité, c'est totalement essentiel. Il vaut mieux être curieux que cultivé, parce que le curieux, il se nourrit de n'importe quoi, d'un papillon, d'une lune, d'une belle lune, d'un voyage basique. Pour le curieux, il vaut mieux être curieux que cultivé. Hein. Donc là, vous avez prononcé, Pascal Nieri, des gros mots, schizophrène, paranoïde. Est-ce que c'est bon d'être comme ça dans une catégorie, une classification rassurant Si vous voulez, c'est un peu comme votre date de naissance, hein, ça ne veut rien dire. Vous êtes de telle date de naissance, ça ne dit rien sur vous. En revanche, moi, j'ai besoin d'une allocation, et donc mon médecin doit mettre un mot sur la maladie que j'ai. Donc, on a choisi ensemble ce mot-là, qui me va, parce que je le trouve aberrant, je le trouve sur bien trop élevé, etc. Mais oui, alors attendez, parce qu'il manque un mot quand même. Donc, schizophrénie paranoïde stabilisée. Le dernier est quand même essentiel. Voilà. Important de le préciser. En effet. Voilà. Et donc, on peut se stabiliser malgré une maladie aussi grave que ça, et aussi inquiétante pour les proches. Oui, c'est sûr. Alors, il faut toujours penser aux proches quand on parle d'une maladie comme ça. Je comprends que se stabiliser, comme vous le dites, ça dépend des médecins, des psychothérapeutes, des psychanalystes, des psychiatres que vous avez rencontrés, mais ça dépend aussi beaucoup de vous. Ça a dépendu beaucoup de vous, non ? Alors, c'est bizarre parce que moi, j'ai commencé à me stabiliser. Alors, il y a des traitements. Donc, moi, j'ai été le premier psychiatre vraiment qui, je me suis dit, tiens, lui, son traitement, je vais l'accepter parce que c'était un peu comme ça. Bon, il faut dire qu'à l'époque, c'était il y a 35 ans. Le traitement, c'était lourd. Donc, et leurs résultats étaient légers. Et j'ai rencontré un psychiatre qui est toujours en activité à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, qui s'appelle le docteur Philippe Nuss. Et en fait, il explique, alors il est devenu célèbre, le docteur Philippe Nuss, et donc il y a des vidéos, on peut regarder sur YouTube. Et, il explique qu'en fait, un traitement, on ne le met pas comme ça direct, le bon traitement. Il faut passer par différents stades. Donc c'est chimique, mais c'est psychologique aussi. On ne peut pas guérir du jour au lendemain. C'est pas trop que ça marche pas, c'est qu'il y a un chemin parallèle à faire, humain, psychologique. De l'ordre du divan debout. Et voilà. Et donc Philippe explique bien que les premières. Donc voilà. Donc il y a eu dans ma vie, il y a eu trois choses. La naissance de mon fils en 99, là où je me dis, c'était un enfant désiré. Et donc je me dis voilà, je deviens papa. Deuxièmement, j'accepte d'être sous curatelle. À peu près au même moment, et là aussi, vous voyez, il n'y a pas que la psychologie, il y a ça aussi, le rapport à l'argent. Ça en fait partie. Ah oui, puis le système, le rapport à la société, ouvrir un compte, machin, truc muche, j'étais totalement incapable. Donc j'ai accepté cette curatelle, et puis un traitement qui marche. Un traitement qui marche, qui s'appelle la clozapine, et qui marche et de façon non miraculeuse, non violente. Et qui marche, voilà. Bien. Voilà. Sans quoi, avant, c'était vraiment le bateau ivre. Sur lequel il y avait du papier, où je pouvais écrire. Sur un bateau où il y avait des instruments de musique et des musiciens. C'était pas un bateau ivre solitaire. Quand on entend le bateau ivre de Rimbaud, on a l'impression qu'il est tout seul sur son bateau ivre, à part les chemins, les haleurs. En fait, il y a du monde, et puis c'est même la fête sur ce bateau, des fois. Et des fois, c'est un peu triste, des fois, c'est très joyeux.
Et c'est pas mon bateau, c'est pas le bateau de Rimbaud. Alors, on a conçu cette émission avec 4 pauses musicales et il se trouve, Pascal Nieri, que ce sont vos choix musicaux et vos propres créations. Alors, on va écouter la première. On commente après ou on écoute d'abord? C'est vous qui voyez, Guylaine. Je propose qu'on écoute d'abord et on commente après. Gravure, plaque, nuit opaque. Jackie sonne chez Frau Brank, habitant le piano Beuch. Nuit blanche, fonde chez Pâques, tronc fier d'un bon hier casse avec délicatesse. Depuis quand suis-je là, Jack? Il m'a dit, va faire un tour et m'a donné 10 feuilles. En passant, embrasse-la pour moi. Je saurais pas trouver Eva Crank. On ne savait s'il allait pleuvoir, on ne voyait jamais le ciel. Je suis monté par hasard dans un astronef désarmé. J'étais là par amour. Morissette se servait toujours en premier. J'adore que tu te taises, je sais. Tu sais, n'oublie pas, cette fois, tu me dois tout. Morissette renvoyait ses fantômes, trop empressés. Elle me donna 5 francs comme on donne une claque dans le dos. J'adore le feeling des Amériques pour la nuit et les roadie movies. Palissade avenue, flashback, lente montée d'un cachet extatique. Je fais bien mon travail. Enfin, nous nous servons du champagne. Nos langues électriques font comme des insectes. La nuit est déjà tombée à New York. Jack a fait bon voyage, plaque de plaque. Sortie du vide, moto subaquatique. Sortie du vide, sortir. Et je sors avec Kra. Son Mac me fait un clin d'œil. À bord se rival, le coucher du soleil. Et les seins pointent une Zelkra qui me brûle pareil. Nous nous parlons à toutes les langues. Chaleur exemple des cœurs fous. Pardon. Radio Divan sur FM+, Radio Divan saison 2, toujours animée par Lucas Bielli et moi-même, Guylaine Dubois. Notre premier invité, Pascal Nieri. Alors, nous avons commencé un échange assez bref pour l'instant et nous avons entendu l'une de vos créations, Pascal Nieri, Psychanalyse à ciel ouvert. Elle date de quand, cette création ? Alors, quand je suis arrivé à l'Écho des Garrigues, invité par Stéphane Tosi, la première chose qu'ils ont faite, c'est de me proposer d'enregistrer un album qui va s'appeler L'idéal et les roses. Et il y a une 20aine de titres. Et j'ai fait venir tous mes amis musiciens pour participer à ça. Les textes avaient été déjà écrits, la plupart, quasiment tous. Ces textes, je les avais souvent écrits à l'atelier d'Hervé Piekarski, auquel j'ai participé de 2002 à la fin, je sais pas, 2009, peut-être 2008. Ouais. Alors je partais pas à chaque fois avec un bon texte, mais il y en a eu quand même des bons textes. Et sans doute que Psychanalyse, je sais pas où je les écrivais, ces textes. Ouais. Et la musique, c'était... Comme je vous dis, Guylaine, les gens venaient, je sais pas qui faisait quoi, parce qu'en plus, Frédéric Jalad, qui était l'ingénieur du son qui a produit cet album, s'est amusé à tout déstructurer. Si bien que j'ai un ami avec qui je travaille aujourd'hui, avec qui je fais de la chanson aujourd'hui, qui m'a accompagné sur cet album, qui ne s'entend plus. Alors, il est très gentil avec moi, il me pardonne, mais on l'entend pas. Ça a été mixé. Machin. Ouais. Lucas, vous avez aimé ? Alors écoutez, je me suis laissé emporter par votre mélodie et par votre texte. Et bon, c'est une première écoute. Et ce que j'en ai ressenti, c'est... Est-ce que, alors vous allez me dire si je suis sur le bon chemin ou pas. C'est un peu une histoire d'amour et une rencontre qui a l'air d'être rendue un peu complexe par votre monde intérieur. Tout à fait. Je suis totalement d'accord. Et vraiment, c'est là l'intérêt de l'écriture, c'est de faire saillir des choses qui ne sont pas dans l'apparition naturelle. Et c'est vrai que cette histoire d'amour, moi je travaille, encore une fois, le mot amour, mes personnages, donc là le personnage principal c'est Kra, il y a aussi Eva Crank, il y a Morissette, et il y a Jack. Oui, mais Jack, bon, ouais. Jack, oui, mais non. Secondaire. Oui, Jack, c'est un comédien, on va dire. C'est une apparition de l'ordre de la scénarisation. Alors Kra, Eva Crank et Kra, on les retrouve dans mon travail d'écriture, puisque je ne suis pas que auteur de chansons.
Et donc j'écris depuis très longtemps, depuis que j'ai 15 ans, j'ai commencé par écrire. Et sérieusement, en tout cas, j'ai commencé par écrire. Et donc mes personnages me suivent vraiment depuis toujours. Et Crin, c'est une sublimation d'une rencontre comme ça avec une femme très énigmatique. Et que je suis toujours en train d'utiliser dans un roman qui est en cours d'écriture depuis septembre 2014. Et comme quoi, une psychanalyse c'est long et le reste aussi. Voilà. Pour que ce soit bien abouti, voilà. Alors vous reprenez, pourquoi c'est pas fini finalement ce roman c'est la chute qui vous manque Non, l'histoire elle est là depuis très longtemps, mais c'est mon problème, c'est mon style. Je voulais pas faire du Pascal Neri, je voulais pas faire de la chanson trash comme ça. Je voulais me libérer de ça, d'avoir un style clair, avec le moins de signes qui perdent le lecteur. Et ça, du coup, j'ai corrigé, j'ai fait au moins 6 ou 7 versions. Là, je suis dans ma dernière année d'écriture. Donc, il sera fini à la fin du mois de septembre 2024. Là, je me suis donné ça. C'est dit. Il faut bien le finir. Voilà, c'est dit, ce sera septembre. Et voilà. Et donc, il y a Crin. Il y a aussi un autre personnage qui s'appelle Dazé, qui est inspiré du copain de Lautréamont, qui s'appelait Dazé, l'unique ami de Lautréamont, un des vieux copains de Lautréamont. Et, pardon. Et donc, voilà, et donc Crin me suit. Mais je crois que malheureusement, à la fin de cette écriture-là, elle ne sera plus jamais là. Elle sera elle-même, elle sera aboutie, elle sera vivante. Alors, dans vos propos, il revient souvent des références à la poésie. Quelle est la place de la poésie pour vous ? La poésie, est-ce qu'elle prend de la place ? Est-ce qu'elle prend de la place, la poésie ? Est-ce qu'elle est comme l'air ? C'est-à-dire vous avez déjà cité Rimbaud, Lautréamont. Oui. On parlera plus tard d'un autre auteur, peut-être moins poète, encore que. Alors, la poésie, en même temps, je me sens dedans. Quand on me dit que je suis un slammer, je dis non, je ne suis pas un slammer. Ouais. En revanche, je suis très critique avec la poésie contemporaine depuis les années 70. Je suis vraiment critique, j'ai l'impression que... et je fais partie de cette pensée. Hein. Je ne suis pas en train de dire « vous êtes comme ça », je dis « nous sommes comme ça ». J'ai vraiment le sentiment qu'on puisse dire au lecteur « vous ne méritez pas de me comprendre ». Vous êtes ceci, vous êtes cela, vous n'êtes pas dans mon camp, vous n'êtes pas poète, vous ne méritez pas de me comprendre. Et je suis très embêté avec ça. Ceci dit, la poésie, c'est comme je parlais tout à l'heure de curiosité, la poésie, il suffit d'être curieux et vous êtes déjà dans une observation et dans un ressenti poétique. Et puis après, c'est un travail, comme tout. Vous parlez de l'écriture ou plutôt de la compréhension des poètes ? Oui, la façon d'écrire, oui. Cette façon où on se débarrasse de tout un tas de trucs, de la grammaire, de tout un tas de choses comme ça, et qui vraiment font barrage. Alors déjà que le livre, en général, fait barrage à beaucoup de gens, comme ces gens qui disent « je ne comprends rien aux mathématiques ». Il y a énormément de gens qui disent aussi « je ne comprends pas la poésie, je ne comprends pas la poésie contemporaine ». Et pourtant. Mais je fais partie de ce truc-là. Et j'essaye c'est compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas ni lire de la poésie, ni en faire. Il ne faut pas renoncer pour autant. Non. Mais peut-être c'est bien d'aller plutôt parler à celui qui, a priori, n'entendra pas. Lucas, un commentaire Oui, j'aimerais revenir sur le nom choisi de vos personnages. Alors, moi, ça m'a fait écho à quelque chose qui m'est propre. Ça me rappelle un peu les noms des personnages que l'on peut retrouver dans le roman Conan le Barbare. Ah, je ne l'ai pas lu. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais l'auteur était lui-même atteint d'une pathologie psychique et est mort très jeune, me semble, vers ses 33 ans. Bon, Pascal apparemment a dépassé les 33 ans. Et j'ai arrêté de fumer. On est tranquille. Pardon. Voilà. Conan le Barbare, oui, c'est étonnant. Et vous, Pascal, vous ne connaissez pas du tout ce texte ?
Non, je crois avoir entendu parler d'un film qui est sorti quand j'avais 16-17 ans, mais que je ne l'ai pas vu. Ouais. J'avais un ami dont le père était vraiment sympa, il l'emmenait voir il emmenait voir des films très intello, mais il emmenait aussi voir Conan le Barbare avec Schwarzenegger, c'est ça ? Oui. Voilà, moi je l'ai vu à l'affiche, mais moi personne ne m'a autorisé à rentrer dans le cinéma. L'affiche a suffi pour ça m'imprègne. Oui, c'est comme Blade Runner, j'ai vu Blade Runner affiché pendant longtemps sur le Grand Rex et je ne suis pas allé le voir. Ouais. Je l'ai revu après quand même. Oui, donc c'est à la base issu d'une suite de nouvelles qu'on va catégoriser dans la dark fantasy. D'accord. Moi, avant de commencer ce roman, oui, j'ai écrit un très grand nombre de textes courts où j'avais déjà mes personnages, Kra, Eva Crank, même Goudron et Indian Child, dont on ne parlera pas, mais qui sont aussi quelque part pas loin. Kra, son nom, en fait, je l'ai trouvé, c'était une hospice où il y avait Kra, le personnage dont je m'inspire, parce que ce sont des personnages réels, dont le nom était... elle avait une chambre et sur la porte de la chambre, il y avait marqué Kra. Donc je ne sais pas son vrai prénom, mais son nom, je sais qu'elle s'appelle Kra. Et même si je le savais, je l'appellerais Kra sans dire qui c'est. Alors, le fait de rentrer dans une catégorie psychiatriquement déterminée, est-ce que ça vous a quand même conduit ou pas à une analyse ? Alors au final, oui. Bien sûr, psychothérapie analytique ou psychothérapie. C'est difficile de faire des portes entre telle pratique et telle autre. Oui, j'ai eu une psychothérapeute analytique du coup qui s'appelle toujours le docteur Alves Machado, qui était la psychiatre chef de la prison de Villeneuve-les-Maglones, qui était tout sauf une matonne. Qui m'a extrêmement aidé dans l'éducation de mon fils, quand même, parce que, voilà. Ouais. Et ça a marché, l'éducation de mon fils, ça a bien marché. Ouais. Oui, ça, c'est une réussite. Ouais. Voilà. Donc, et j'en ai eu d'autres. Oui, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont des disciplines qui sont non seulement complémentaires, mais aidantes. Le mot complémentaire, pour moi, ne suffit pas. Au contraire, elles s'enrichissent peut-être même les unes les autres. Philippe Nuss, qui était un psychiatre, et lui, son truc, c'était de faire accepter aux patients de prendre un traitement. Et en plus, à l'époque, pas très marrant, le traitement. Donc lui, c'était vraiment ça, sa psychologie, c'était de... Voilà. Mais il travaillait avec une psychologue, qui s'appelait Madame Nicole Nusinovici, à l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois, et qui était quelqu'un d'extraordinaire, d'une grande douceur, d'une grande écoute et d'un grand savoir. Parce que quand même, le psychanalyste et le psychiatre, ce sont ceux qui savent quand même. C'est ça le transfert. On n'est pas censé savoir non plus, on dit ça aussi. Ah bon, d'accord. Mais ce que vous évoquez ici me fait faire une associée à la clinique Laborde, avec son directeur qui était Monsieur Houry. Ah, mais c'est un ami de Nuss ? Non, pas du tout, de Fernand Deligny, Monsieur Houry. De Fernand Deligny, peut-être. Oui. Je crois que j'ai vu son nom marqué. C'est peut-être pas le même. En tout cas, sa première préoccupation, c'était de faire accepter, comme vous l'avez dit, le soin à la personne qui venait. Ben oui. Et notamment, il raconte volontiers qu'il y avait des patients qui venaient de Paris, mais qui, si le patient n'était pas prêt, amené par ses parents souvent, eh bien, il repartait jusqu'à ce que la personne se sente en confiance à la clinique de Laborde. C'était des personnes jeunes, les patients? Oui, ça pouvait être des jeunes, mais en tout cas des jeunes, des moins jeunes. Mais sa préoccupation première, c'était qu'ils acceptent d'être dans ce lieu d'eux-mêmes. Oui, il y avait vraiment le dialogue qui était fondamental. Oui, parce que le fait de ne pas vouloir se soigner fait partie de la maladie. Donc c'est compliqué. D'où la forteresse qui était Philippe Nuss, de faire front à cette impossibilité. Et avec le temps, comme vous dites, Guylaine, avec le temps. Oui, c'est ça. Philippe était marrant, il consultait 2 jours par semaine et on arrivait dans sa salle d'attente où d'ailleurs on fumait des pétards, c'était Aulnay-sous-Bois et on attendait son tour. Tous ensemble alors? Ah oui, on attendait, on fumait pas tous des pétards, mais voilà. Mais c'était pas une consultation individuelle, non? Mais si, c'était des consultations individuelles. Et ça arrivait de terminer à 21h30, 22h.
Après, carrément 1h30 de séance, et vraiment, ils prenaient le temps. Et les vigiles avaient fermé toutes les portes et on passait par la fenêtre pour rentrer chez nous. D'accord. Oui, donc c'était vraiment quelqu'un à l'écoute finalement. Ah oui. L'institution, ils s'en fichaient un peu. Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais c'était la place à l'individu. En fait, ce qui s'était passé, c'est qu'à l'hôpital de Aulnay-sous-Bois, il y avait un professeur chef de service qui s'appelait Monsieur Casse-Tête. Et il est parti à la retraite, ils ont juste oublié de le remplacer. Alors c'est Philippe Nuss qui a pris les rênes de l'hôpital de façon intérimaire. Et il serait bien resté, lui, mais bon, ça n'a pas été possible. On a eu un magnifique psychiatre des armées qui est arrivé à Aulnay-sous-Bois, la ville des Insoumis. Voilà, le premier truc qu'il a fait, il s'appelle toujours Archambault, je dis son nom parce que je l'aime pas. Et il a viré Philippe Nuss, et Philippe me dira dans une lettre qu'il l'a viré en le menaçant physiquement. Voilà, donc ça c'est Aulnay-sous-Bois, voilà. C'est rien d'étonnant chez nous. Chez vous, c'est toujours chez vous là-haut. Ah oui, c'est chez moi, Aulnay. C'est plus chez moi, mais c'est chez moi. Lucas, est-ce qu'on passe au deuxième choix musical de Pascal, ou vous voulez ajouter un complément avant d'écouter Lilian? Non, mais je trouve en tout cas que ça a fait du bien de décharger un peu sur peut-être ce personnel encore en fonction. Oui, je crois qu'il y a encore. Au lieu de garder ça au fond de soi. Je sais pas, encore un truc que je traite dans mon roman. Mon roman, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas que une histoire d'amour. J'ai fait une histoire d'amour parce que d'abord ça le méritait. Puis pour le lecteur, c'est bien parce que je vais l'emmener quand même dans les chambres d'isolement, dans des hallucinations terribles, très douloureuses, qui durent des jours et des jours, des nuits et des nuits, dans des situations où le degré de l'âme, le degré de la pensée était à 0, voire en dessous de 0. Comment on remonte, dans quelle souffrance on se retrouve pour remonter, tout ça. Donc vraiment, j'amène mon lecteur là-dedans. Et pour lui, j'ai quand même une histoire d'amour quand même bien solide, bien forte. Voilà, presque à l'américaine, vraiment. Je n'ai pas hésité là-dessus. Voilà. On en parle, on en reparlera encore. On écoute Lilian. Lilian, Lisette et Lisan se rappelaient Sarah, sa Sarah, la petite rousse aux yeux océans. Lilian, au beau calme et brillant, apportait du vinyle comme un plateau de verre. Il lisait à Sarah un rêve déglingué qui voulait dire « Je t'aime ». Rue Camille, juste en face, logeait une dealeuse. Nous étions affamés. Dans la nuit, on entendait des plaintes. Dans ma tête, c'était logé des creux. Lilian recevait chez lui des types à barbe et tout en noir. Il dépassait l'époque, austères et idiots. Sarah allait au fond s'allonger avec un verre de vodka martini. Radio Divan sur FM+, avec Lucas Bielli, Pascal Nigri. Pascal Nigri, c'était la deuxième chanson que vous nous avez suggérée. Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? Alors là, nous sommes à Bordeaux, nous quittons Paris, nous sommes à Bordeaux. Alors j'arrive à Bordeaux dans un centre, qui s'appelle le Centre de réadaptation psychosociale, les mots qui font peur encore. Je vais y rester presque 2 ans, et puis je vais finir par le quitter, en bons termes, et habiter dans un quartier qui s'appelle Saint-Michel, qui est un quartier populaire en plein centre de Bordeaux, très joli. Devenu beaucoup moins populaire qu'autrefois. En tout cas, oui. Là, on est en 96, ouais. Et oui, c'est populaire, oui, c'est sympa, mais c'est dangereux. Donc là, je parle quand même de Rabelais. Rabelais, c'est la poudre, elle n'était pas loin. Et ça va expliquer peut-être le fait que je parte à Montpellier. Je fuyais, je fuis Paris, je fuis Bordeaux, mais à Montpellier, j'ai l'impression d'avoir d'abord été accueilli par les Montpelliérains de façon assez belle. Quoiqu'à Bordeaux, on soit bien accueilli aussi. Mais bon, voilà. Alors, Lucas, vous vouliez apporter un texte à vous en lien avec la vie de Pascal, un texte sur le dépassement. Alors Guylaine, Pascal, chers auditeurs, j'aimerais vous parler du sujet du dépassement.
La notion de dépassement en psychanalyse se réfère au processus par lequel on parvient à surmonter, transcender ou dépasser une forme particulière de pensée, de comportement ou de sentiment qui a été problématique ou limitante dans le passé. C'est un concept essentiellement lié à la capacité de chacun à grandir, à mûrir et à se développer psychologiquement. Un aspect clé de la notion de dépassement est qu'elle est un processus dynamique et en cours, plutôt qu'un état statique ou final. Autrement dit, le dépassement ne signifie pas qu'on a réglé un problème, une fois pour toutes, mais plutôt qu'on est en mesure de gérer de manière plus efficace et productive, et que l'on continue de faire des efforts pour nous améliorer et évoluer. Alors pour commencer, j'aimerais vous illustrer la notion du dépassement avec 3 mythes célèbres, ceux du roi singe, d'Héraclès et de Siegfried, avant d'ensuite terminer par 2 cas pratiques psychanalytiques. Alors le roi singe, dont le nom est Sun Wukong, est né d'une pierre magique au sommet d'une montagne, montrant dès le début sa nature exceptionnelle et surnaturelle. Doté d'une grande intelligence et d'une grande force, il apprend rapidement les arts martiaux et obtient de nombreux pouvoirs magiques. Cependant, son ego surdimensionné et son manque de respect pour les règles attirent l'attention des dieux célestes. Malgré plusieurs tentatives pour le contrôler, Sun Wukong défie constamment l'autorité, y compris celle du Bouddha lui-même. En conséquence, le Bouddha le punit en l'emprisonnant sous une montagne. La naissance extraordinaire du roi singe et son acquisition rapide de pouvoirs magiques peuvent être interprétés comme symbolisant un moi surdimensionné et indiscipliné. Dans la perspective de la psychanalyse, ce roi semble être guidé par le principe de plaisir, où il cherche à satisfaire ses désirs sans tenir compte des conséquences. Son emprisonnement sous la montagne représente une confrontation forcée avec la réalité et les limites de ses actions pulsionnelles. Après 5 siècles, il est libéré par le moine Tan Zhang, à condition qu'il l'aide dans son pèlerinage pour récupérer les sutras bouddhistes de l'Occident. C'est à ce moment que son véritable voyage de dépassement commence. Le voyage vers l'Occident est rempli de nombreux défis et épreuves, où le sujet doit apprendre à maîtriser ses pulsions, à respecter les règles et à penser aux autres avant lui-même. Ce voyage représente un processus de maturation du moi, où le héros apprend à équilibrer ses désirs personnels avec les exigences de la réalité extérieure. À la lumière des idées de Carl Jung, cette épopée est comparable à une quête d'individuation, un processus par lequel le héros atteint une plus grande conscience de soi et de son individualité. En surmontant les obstacles de son voyage, Sun Wukong est non seulement confronté à ses propres défauts et erreurs, mais il apprend aussi à les accepter et à les intégrer dans son identité. Allons en Grèce. Héraclès, fils de Zeus et d'Alcmène, est né mortel mais avec une force extraordinaire. Héra, l'épouse de Zeus, jalouse de cette union illégitime, poursuit Héraclès de sa rancune et le conduit à un accès de folie où il tue sa femme et ses enfants. Horrifié par son acte, il consulte l'oracle de Delphes pour savoir comment il peut se racheter. L'oracle lui ordonne de servir le roi Eurysthée pendant 12 ans et d'accomplir tous les travaux qu'il lui demande. Ce sont les fameux travaux, les 12 travaux d'Hercule. Dans le contexte de la psychanalyse, le meurtre de sa femme et de ses enfants est une expression tragique de la pulsion de mort, un instinct autodestructeur qui peut se retourner contre les autres. La folie qui a conduit à cet acte révèle également une manifestation de conflits inconscients non résolus. Alors ces 12 travaux sont le cheminement de son processus de dépassement, où il est contraint de travailler à travers sa culpabilité et de transformer ses pulsions destructrices en actions constructrices et bénéfiques pour la société, un processus que Freud appelle la sublimation. Par exemple, le premier travail, tuer le lion de Némée et ramener sa peau, oblige Héraclès à confronter une bête féroce et apparemment invulnérable. Cette tâche est une métaphore de la confrontation avec ses propres peurs et pulsions intérieures, nécessitant non seulement la force physique, mais aussi le courage émotionnel. Le dernier travail, capturer Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde l'entrée du monde souterrain, est comme une descente symbolique dans les profondeurs de l'inconscient, où Hercule doit affronter ses propres démons intérieurs. C'est un autre exemple de dépassement, où le héros surmonte sa culpabilité et atteint une forme de rédemption. Voici l'histoire de Sigurd, aussi connu sous le nom de Siegfried dans la tradition germanique, un héros légendaire de la mythologie nordique. Sigurd est le personnage central de la saga des Volsungard, où il est le fils posthume de Sigmund, le roi des Volsungar. Élevé par le forgeron Renin, Sigurd se voit confier la mission de tuer le dragon Fafnir, qui était autrefois le frère de Regin, mais a été transformé en dragon à cause de sa cupidité. Regin conçoit une épée pour Sigurd, mais celle-ci se brise à 2 reprises. Finalement, Sigurd récupère les fragments de l'épée de son père, Gram, et Regin le refait pour lui. Avec cette épée, Sigurd tue Fafnir. L'histoire de Sigurd est également une illustration de la notion de dépassement. Le héros doit surmonter de nombreux obstacles pour atteindre son objectif, y compris la trahison de Regin, qui planifie sa mort
après avoir tué le dragon. La transformation de Fafnir en dragon peut être interprétée comme une représentation de l'inconscient qui a été refoulé, dans ce cas la cupidité et la trahison. Le dragon symbolise ce que Carl Jung appelait l'ombre, les aspects refoulés et non reconnus que l'on a au fond de nous. En tuant Fafnir, Sigurd doit confronter et surmonter son ombre, une tâche qui nécessite un grand courage et une grande persévérance. La nécessité pour Sigurd de refaire l'épée de son père se rapproche du processus de deuil et de résolution d'un conflit oedipien. L'épée brisée symbolisant la perte de son père et l'absence d'un modèle masculin dans sa vie. En reconstruisant l'épée, Siegfried fait non seulement preuve d'autonomie, mais il intègre aussi symboliquement une partie de l'identité de son père. C'est une autre forme de dépassement, où Sigurd travaille à travers son passé et devient son propre homme. Passons désormais au cas psychanalytique. Le cas d'Anna O. est le pseudonyme de Bertha Pappenheim, une patiente de Joseph Breuer, un collègue et mentor de Freud. Anna souffrait d'hystérie, un diagnostic psychiatrique courant à l'époque, qui comprenait une variété de symptômes physiques et mentaux. Avec l'aide de Breuer, Anna a commencé à raconter des histoires sur ces symptômes, ce qui a souvent conduit à leur soulagement. Breuer et Freud ont qualifié ce processus de cure par la parole ou de catharsis, et c'est l'un des fondements de la méthode psychanalytique. Le cas du petit Hans concerne un garçon de 5 ans qui avait une peur phobique des chevaux. Freud a interprété cette peur comme un déplacement de la peur de Hans, de son père, et une manifestation de ce que Freud a appelé le complexe d'Oedipe. Freud a aidé le père de Hans à discuter de ses problèmes avec son fils, ce qui a finalement conduit à une réduction de la peur du petit Hans des chevaux. Ici, le dépassement a été illustré par le processus de Hans, travaillant à travers ses conflits oedipiens et en surmontant sa peur phobique. Alors en conclusion, ces histoires partagent tout le thème du dépassement, où les protagonistes sont amenés à confronter et à travailler à travers leurs peurs, leurs désirs et leurs conflits internes, aboutissant à une croissance personnelle et à une transformation. Cela reflète l'approche psychanalytique, où le travail thérapeutique implique de faire face à l'inconscient pour résoudre les conflits internes et travailler à travers le traumatisme et les pulsions pour permettre un plus grand bien-être et une plus grande maturité psychique. Merci Lucas Bielli pour ces petites capsules sur le dépassement. Pascal Niry, un commentaire, une réaction ? Il me reste à comprendre ce que c'est que la sublimation et j'avance petit à petit. Je n'ai pas encore toutes les cartes. Et c'est bien de ne pas avoir toutes les cartes. Ouais, c'est plutôt réjouissant. Ouais. Mais moi, j'ai été alertée par surmonter ces démons intérieurs. Il me semble que c'est une démarche qui est certainement, pour moi, qui symbolise le plus... cette expression symboliserait le plus le dépassement, surmonter ces démons intérieurs. C'est peut-être les plus violents, les démons intérieurs. Il y avait des histoires de dragons et de monstres. Ouais. Tout à fait, oui. Les mythes, oui, en effet. Mais d'ailleurs, vaut mieux dépasser qu'être dépassé. Oui, c'est ça. En tout cas, on peut sympathiser avec les monstres aussi. Mais Shrek, il est sympa, Shrek. C'est ça. Ils se ressemblent à ça, les démons intérieurs. Et puis on est tous des monstres. Faut pas, finalement. Ouais. On est des êtres humains. On mange de la viande 3 fois par jour. Alors, Pascal Niry, on s'achemine là vers la fin de notre entretien. C'était un plaisir de vous connaître un peu plus. Vous avez parlé beaucoup d'écriture et pour parler de ce qui se passe aussi aujourd'hui, en ce moment, dans vos actions que je connais, vous animez des ateliers d'écriture radiophonique. Ah oui, là, ça va partir. Ça va partir là, bientôt et ça reprendra en septembre, j'espère. Ouais. Voilà, parce qu'on enregistre l'émission et on est au mois de juillet, mais c'est donc les personnes écrivent là sur le. Alors c'est un atelier d'écriture normal. Ouais. Oui, avec une prise d'antenne en direct sur les ondes d'FM+, sur le 91 FM à Montpellier. À Montpellier. Oui, il est parti sur Terre sur l'internet. C'est ça. Voilà. Ouais. Et donc les personnes qui ont écrit lisent leurs textes ? C'est ça, il y a 2 lectures, une à la fin de l'atelier conventionnel et puis une seconde à l'antenne à 21h en direct. Si j'arrive à me servir de la technique. Est-ce que vous serez tout seul aux manettes ? Pour le premier jour, non. Il y a William qui va me superviser. Ouais. Et après, c'est assez drôle parce qu'on change de table de mix. Et il faudra que je réapprenne tout de zéro. Mais vous êtes curieux, on l'a vu. Oui, c'est ça. J'aime bien faire ce qui, a priori, n'est pas pour moi.
Alors, est-ce que pour vous, cette façon de commencer dans la vie avec peut-être vous avez appelé ça une dissociation, une sorte de rupture, est-ce que vous avez le sentiment ou pas que ça vous a mené vers une expression artistique? Vous avez cité l'écriture, vous avez cité, on a parlé un peu musique, et je sais que vous peignez aussi. Oh non, je peins pas. Non, ça je saurais pas. C'est académique. Oui, mais oui, je fais des petits dessins qui sont marrants parce qu'ils sont originaux. Vous n'hésitez pas en tout cas à prendre le pinceau. Il y a des choses que je fais pas. La photographie, la peinture sur toile non plus. Oui, non, alors, mais est-ce que quand même ça a déclenché, je ne sais pas, une pente artistique ou pas? Vous savez, Guylaine, c'est les artistes qui m'ont rendu artiste. C'est pas seulement comme ça. Vous tout seul. Non, et puis la vie tout seul non plus. Mais, oui, c'est les rencontres qui font de vous quelqu'un de... Il faut cette curiosité pour plein de trucs, et pour ça aussi. Curiosité et amour, finalement, ce seraient les deux mots qu'on pourrait retenir. Peut-être, oui. De Pascal Nieri. C'est vrai. Amour, amitié. Oui, oui, l'amour au sens d'agapé. Je ne sais pas qui est agapé, mais... pas au sens d'Eros, d'agapé. Oui. Alors, vous nous avez proposé, pour terminer l'émission dans plusieurs dizaines de minutes, les Tamahumaras d'Antonin Artaud. C'est une autre chanson que vous nous proposez en référence avec ce voyage d'Antonin Artaud au Mexique. Oui, Antonin Artaud part au Mexique sur les routes du Peyolte, parce que ça l'intéressait. Et il va vite, il est sur un âne dans les montagnes mexicaines, et il va faire demi-tour parce qu'il a oublié qu'il était accro à l'héroïne. Il avait oublié ça. Il avait oublié. Mais il écrit un merveilleux bouquin de retour. Oui. C'est important, Artaud, parce qu'il est toujours énigmatique encore aujourd'hui. Ouais. La torture, ça, il connaissait, un fakir, mais... Et en même temps, il y a aussi cette dégradation de son physique, puisque c'était un homme extrêmement beau. Il était comédien, c'était une star du cinéma, du début du cinéma, dans les années 10, machin. Et quand on le voit en photo après Rodez, quand il revient à Paris... Et puis j'aime beaucoup alors ils ont édité, et je l'avais mais je l'ai perdu, un livre en 2 exemplaires de ses écrits à Rodez, à l'hôpital de Rodez, où il est resté je crois plus de 7 ans, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, où dans les asiles il n'y avait rien à manger, et il y a eu beaucoup de gens internés qui sont morts de faim. Morts de faim, oui. Et il a subi un très grand nombre d'électrochocs parce qu'il n'y avait pas d'autre méthode. Peut-être que s'il lui avait autorisé de fumer de l'opium, mais c'était pas possible, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et il va écrire là-bas des écrits, il va dessiner, écrire. Et donc il y a un livre qui recueille tous ces textes, et un 2e tome où ce sont ces infirmiers, ces psychiatres qui ont écrit sur lui à Rodez. Il existe ce double livre, mais je sais même plus chez qui il est édité. C'était il y a fort longtemps. En tout cas, ça vous a inspiré c'est quand même quelqu'un qui est important dans la littérature et le théâtre, dans l'art en général. Et puis une sorte de folie aussi. Oui. Et pour en revenir à la psychanalyse, parce que ça finit par une psychanalyse, cette histoire. Je commence à fréquenter le cabinet de Luminiza Tiguerlas Claude Pierre l'année dernière, à peu près, au mois de mai, je pense. Ouais. Et Luminiza est une psychanalyste qui n'a pas trop de chant particulier. Je crois qu'elle picore comme elle aime. Et elle a pour particularité d'être une poète. Donc le matin, elle écrit, elle lit, elle travaille. Et l'après-midi, elle est psychanalyste. Donc avec moi, ça colle. Ça colle tout à fait. Ouais. Donc le transfert se passe très bien. Ah oui, le transfert, parce que c'est elle qui sait. C'est beau, ça. Ouais. C'est beau. Après toutes ces recherches, toutes ces écritures, toutes ces musiques, et je trouve encore un rapport avec quelqu'un qui sait. Et donc, est-ce qu'on peut dire si votre analyse un jour se terminera, comme votre roman? Un jour, je partirai de Montpellier. Ouais. Dans longtemps. Mais un jour, je partirai de Montpellier, et je ne sais pas si la psychanalyse... D'ici là, non. Ouais. Elle vous soutient, comment vous diriez? Oui, elle fait plus que me soutenir. Ouais. C'est ma petite lumière quand même.
C'est une petite lumière. C'est beau ça, Lucas. Petite lumière. C'est très poétique, une fois de plus. On n'est pas obligé d'être malade pour être en analysant. Il faut surtout le dire. Surtout pas. Oui. Surtout pas. Oui. On n'est pas du tout obligé d'être malade. Non. On n'est même pas obligé d'aller mal dans sa vie. On peut avoir des envies de mieux se comprendre, de mieux, de trouver plus d'appui dans ses relations professionnelles, par exemple. Oui. Ça peut aussi être ça. Oui. Je crois que nous sommes d'accord. Tout à fait. On écoute les Thomas Oumaras dans ton Artaud, le 3e choix musical de Pascal Nieri, lui-même auteur. C'était un soir d'été très chaud où l'on ne peut plus mentir. Un peu l'ivresse des Thomas Oumaras, un peu flic. Je savais plus écrire. Puis fallait-il parler d'amour, mon amour? Comme pas te voir, t'aimer quand même. Du yage dans l'âme, t'aimer quand même. Me désintoxiquer, tourner la page, cette fenêtre sur le vide, m'asseoir à ta table et juste te dire I love you forever, mon amour, mon amour. I love you forever, mon amour, mon amour. Oui, des folles, tu es la plus belle, la plus folle, celle que j'aime. Tu me refuses, mais tu me cherches, t'excuses pas. Ton problème n'est pas mon poème, ce poème où des yeux te cherchent et là d'où tu t'es te laisse taire depuis toujours. I love you forever, mon amour, mon amour, mon amour. C'est une histoire d'amour critique. Je ne veux que ton bonheur, et tu sais, j'en ai honte, je ne veux que ta chaleur, brûle-moi. J'ai rêvé cette nuit que tu m'offrais à boire. Dans ta cage à silence, ton sommeil et le mien. Tu m'offrais un miroir, nous nous embrassions. Une larme d'un œil coulait, l'œil le plus fou, le plus cher. Histoire d'amour critique, mon amour. C'était un soir d'été très chaud où l'on ne peut plus mentir. Un peu l'ivresse des Thomas Oumaras, un peu flic, je savais plus écrire. Puis fallait-il parler d'amour, mon amour? I love you forever, mon amour. I love you forever, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. I love you, mon amour, mon amour. I love you forever, mon amour, mon amour, mon amour. Radio Divan, toujours sur FM+, avec Lucas Bielli, Pascal Nieri, notre invité. Donc c'est une chanson que vous avez écrite, les Thomas Oumaras, inspirée de l'expérience d'Antonin Artaud au Mexique. C'est une chanson que j'ai écrite dans une chambre d'hôtel par une nuit caniculaire où on ne pouvait plus dormir. C'était un soir d'été très chaud où l'on ne pouvait plus dormir. Un peu l'ivresse des Thomas Oumaras, je ne pouvais plus écrire. Ah, oui. Et fallait-il parler d'amour dans l'amour? C'est une chanson qui a été écrite comme ça. Comme ça. Ouais. C'est doué quand même. Hein. C'est ça une bonne chanson. C'est une chanson qui s'écrit comme ça. Ouais. Non, c'est pas une question de don, c'est comme ça. Ça arrive. C'est ça comme arrive on voit ouais, et on écrit. Alors est-ce qu'on sait tout de vous maintenant, Pascal? J'espère que non. Hein. J'espère que non. Non, mais on ne sait jamais tout de quelqu'un et on ne sait jamais tout de soi-même et le tout de toute façon.
En tout cas, on vous remercie chaleureusement, je crois, Lucas. Oui, ce fut un grand plaisir de faire votre connaissance, Pascal. Je vous remercie. J'espère que nos auditeurs aussi ont été enchantés une fois de plus de vous retrouver sur la radio FM+. Oui, je suis ici maintenant. Oui. Et je vous remercie vraiment, Guylaine et Lucas, de m'avoir invité pour cette première émission de l'année. Et bon vent au divan, nouvelle formule. Nouvelle formule. Merci à Yann Kerjouan qui était à la technique pour ce Radio Divan saison 2, notre premier invité, Pascal Néry. Nous, on se voit bientôt, Lucas. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.